Ils l'ont appelée la Grande Dépression. Mais pour ceux qui l'ont vécue, c'était l'une des périodes les plus difficiles de leur vie. Entre 1929 et 1933, l'économie américaine s'est contractée de près d'un tiers. Un travailleur sur 4 était sans emploi. Les banques ont fait faillite. Les épargnes se sont volatilisées. Les familles qui avaient tout perdu faisaient la queue pour obtenir du pain. Et pourtant, tout le monde n'était pas ruiné. Dans cette vidéo, nous découvrirons les leçons qu'ils nous ont laissées, 7 vérités intemporelles sur l'argent, la résilience et comment continuer à vivre correctement lorsque le monde s'écroule autour de soi. Leçon numéro 1. Vivre en dessous de ses moyens. Lorsque la Grande Dépression a frappé, la famille Miller de Détroit n'avait pas d'économie, seulement des factures, un prêt immobilier et l'espoir que son travail acharné à l'usine Ford suffirait toujours. Puis, un matin gris de 1931, M. Miller a reçu une petite enveloppe blanche contenant une lettre de licenciement. Du jour au lendemain, leur revenu stable de 35 $ par semaine a disparu. Il n'était pas le seul dans cette situation. Dans tout le pays, les usines se sont arrêtées. Les salaires ont cessé d'être versés et le coût de la vie s'est effondré. Les journaux ont rendu compte de cette nouvelle réalité en gros titres. Dans un monde où l'argent se faisait rare, les rares personnes qui détenaient des liquidités détenaient le pouvoir. Au début, les Miller ont attendu que la situation s'améliore. Ils ont emprunté un peu d'argent. Puis ils ont vendu ce qu'ils pouvaient, sa montre, la vaisselle de mariage de sa femme, les manteaux d'école inutilisés des enfants. Au printemps, ils ont compris qu'aucune aide ne leur serait apportée. C'est alors que Madame Miller a pris les choses en main. Elle a planté des légumes dans le jardin vide. Elle a découpé de vieilles robes pour en faire des robes plus petites pour ses filles. La famille raccommodait les vêtements à la lueur d'une bougie et échangeait du pain contre du lait avec ses voisins. Pendant 2 ans, ils ont vécu avec presque rien, mais ils ont conservé leur maison alors que d'autres ont perdu la leur. Leur secret n'était pas la chance, c'était la modération. Chaque centime était compté, chaque repas était étiré, chaque désir était reporté. Lorsque l'économie a finalement redémarré, les Miller avaient quelque chose que peu d'autres avaient, la stabilité. Ils avaient appris à vivre avec moins que ce qu'ils gagnaient. Et lorsqu'ils ont recommencé à avoir des revenus, cette habitude est restée. Mais pour chaque famille comme les Miller qui a tenu bon, d'innombrables autres n'y sont pas parvenus. Avec la fermeture des usines et la disparition des économies, le chômage est passé de 8% à près de 25% en seulement 4 ans, ce qui représente la pire crise de l'emploi de l'histoire des États-Unis. Leçon numéro 2. L'argent liquide est roi en période de déflation. Eleanor Brooks enseignait l'arithmétique dans une école à classe unique près de Topeka. Son salaire était modeste, 25 $ par mois, mais elle avait une habitude qui faisait l'objet des moqueries de ses collègues. Elle économisait presque chaque centime. Lorsque les banques ont commencé à faire faillite, elle a retiré toutes ses économies, 300 $ en espèces, et les a cachées dans une enveloppe brune, glissée derrière une planche mal fixée sous le plancher. Cette décision allait changer sa vie. En 1932, les prix avaient chuté d'un tiers. Une vache qui se vendait autrefois 50 $ ne rapportait plus que 20 $. Les fermes étaient abandonnées, les hypothèques impayées. En période de déflation, lorsque les prix s'effondrent et que le crédit disparaît, la dette est un piège, mais l'argent liquide est une bouée de sauvetage. Ceux qui en disposaient pouvaient acheter des terres, des actions ou des maisons pour une fraction de leur coût initial. Eleanor a vu ses voisins tout perdre, non pas parce qu'ils étaient paresseux ou stupides, mais parce que le crédit s'était tari et que personne n'avait d'argent liquide pour acheter quoi que ce soit. Puis, un soir, un fermier veuf vint frapper à sa porte. Sa femme était décédée, ses champs étaient vides et il ne pouvait plus garder ses terres. Il lui proposa de lui vendre sa petite propriété, 4 hectares, une maison et une grange pour seulement 200 $. Eleanor ouvrit l'enveloppe brune et compta les billets qu'elle avait économisés au fil des années grâce à une discipline de fer. Une fois la tempête passée, elle était propriétaire de terres, tandis que d'autres avaient des dettes pour des champs qu'ils ne pouvaient plus cultiver. L'histoire d'Eleanor nous rappelle que l'argent liquide n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi une opportunité. Détenir de l'argent liquide n'est pas une question de peur. C'est une question d'optionnalité,
c'est-à-dire la capacité d'agir quand les autres ne le peuvent pas. Dans les années 1930, cela signifiait la survie. Pour Eleanor, cela signifiait l'accession à la propriété. Leçon numéro 3. Éviter les dettes comme la peste. Tom Jenkins était un fier agriculteur vivant près d'Enid, dans l'Oklahoma. En 1928, le blé était en plein essor. 30 centimes le boisseau et la tendance était à la hausse. Les banques étaient enthousiastes et accordaient des prêts pour l'achat de nouveaux tracteurs et silos. Tom signa un crédit de $1000, certain que la récolte de l'année suivante suffirait à le rembourser. Mais 1930 fut marqué par la sécheresse. Le vent balayait les plaines, dénudant la couche arable. Le prix du blé chuta en dessous de 10 centimes. Chaque chargement qu'il transportait au marché lui rapportait à peine de quoi payer le carburant. Chaque mois, la banque lui envoyait un avis de paiement. Même montant, revenu en baisse. En 1932, Tom a dû vendre ses meubles pour s'en sortir. Finalement, le shérif vint lui remettre l'avis de saisie. Il regarda avec effroi des inconnus enchérir sur le tracteur qu'il avait acheté à crédit. Plus loin, son voisin Earl, qui avait refusé toutes les offres de prêt, continuait à cultiver à l'ancienne avec des mules et sa force physique. Il gagnait peu certes, mais il ne perdait rien. La dette de Tom lui avait valu une bonne année et 10 mauvaises. La prudence d'Earl lui avait valu une vie entière de stabilité. La Grande Dépression a prouvé que les familles qui ne devaient rien pouvaient s'adapter, tandis que celles qui devaient tout ont tout perdu. Alors que les prix et les revenus s'effondraient, les dettes, elles, restaient inchangées. Entre 1929 et 1933, le poids réel de chaque tranche de $100 de dette est passé à $133. Alors que les prix ont chuté de 25%, les revenus ont baissé de plus de 30% et la masse monétaire a diminué de plus d'un tiers. Les agriculteurs comme Tom ne luttaient pas seulement contre la sécheresse, ils étaient pris au piège de ce que les économistes ont plus tard appelé la spirale de la dette et de la déflation. À la fin des années 1920, les cours des actions ont grimpé en flèche, tout comme les emprunts. Les investisseurs n'achetaient pas seulement des actions avec leurs économies, ils achetaient à marge en empruntant pour amplifier leurs gains. En 1929, les prêts des courtiers atteignaient près de 9 milliards de dollars, soit presque la valeur totale du marché boursier lui-même. Mais lorsque les cours ont chuté, cet argent emprunté est devenu fatal. Mais malgré la dette et la déflation, certains ont trouvé de nouveaux moyens de survivre, non pas grâce aux banques ou au marché, mais grâce à leurs propres moyens. Leçon numéro 4. Diversifier les sources de revenus. En 1933, la crise s'était déplacée des fermes vers les usines. Des villes comme Chicago étaient remplies d'usines fermées. Le cœur de l'industrie s'était arrêté de battre. Mais pour certains, survivre signifiait monétiser leurs compétences. Clara Rodriguez avait passé 10 ans penchée sur une machine à coudre à l'usine textile Lincoln. Elle n'était pas riche, mais le rythme de l'aiguille lui assurait un travail régulier, jusqu'à ce que les commandes cessent. Un matin d'hiver, le contremaître rassembla les femmes et leur dit simplement « L'usine ferme, peut-être pour de bon ». Clara rentra chez elle à pied dans la neige avec son dernier salaire, $18 et rien de plus. Le loyer devait être payé, le charbon était en rupture de stock et les files d'attente pour les soupes populaires faisaient le tour du pâté de maison. Mais Clara avait encore ses mains et une aiguille qui allait devenir sa bouée de sauvetage. Et sa leçon pour une nation qui apprenait à se reconstruire. Elle accrocha une pancarte à sa fenêtre. « Réparation et retouche ». Au début, elle a recousu un bouton pour une voisine, qui l'a payé en pain. Puis, elle a fait un ourlet pour une enseignante, qui l'a payé en charbon. Peu après, elle a confectionné une robe de mariée pour une jeune femme dont la famille avait tout perdu, qui l'a payé avec un repas chaud et $5. Au printemps, la petite chambre de Clara bourdonnait d'aiguilles et de rires. Ce qui avait commencé comme un moyen de survie était devenu son métier. Lorsque les usines ont finalement rouvert, elle n'y est pas retournée. Elle n'en avait plus besoin. Clara nous montre que la sécurité ne vient pas d'un seul revenu, mais de nombreuses compétences. Pendant la Grande Dépression, des millions de personnes ont attendu le retour d'emploi qui ne sont jamais revenus. Ceux qui se sont adaptés, les jardiniers, les réparateurs, les fabricants, ont pu moyenner leurs compétences et survivre.
Leçon numéro 5. L'or et les actifs tangibles sont plus durables que la monnaie fiduciaire. Par un calme matin de printemps 1933, Samuel Goldman ouvrit les portes de la petite bijouterie familiale située sur la 47e rue. Depuis 30 ans, il vendait des alliances, des montres de poche et des cuillères en argent. Cette semaine-là, une nouvelle loi avait bouleversé la ville. Le décret du président Roosevelt exigeait que les citoyens remettent leur or à la réserve fédérale, pièces, lingots, voire certains bijoux, en échange de billets de banque. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le gouvernement allait bientôt modifier le cours de l'or. Les clients se précipitèrent, désespérés de vendre avant la date limite. Samuel acheta tout ce qu'il pouvait, payant en espèces à partir d'un coffre-fort qu'il avait minutieusement rempli au fil des ans. Il ne pouvait pas savoir que quelques mois plus tard, les États-Unis dévalueraient le dollar, faisant passer le prix de l'or de 20,67 $ à 35 $ l'once. Du jour au lendemain, chaque once qu'il avait conservée valait près de 70% de plus en termes monétaires. Pour les Goldman, l'or n'était pas une spéculation. C'était une préservation, l'habitude de détenir quelque chose de réel lorsque les règles monétaires changent. Dans les années 1930, les épargnants qui faisaient confiance au dollar ont vu sa valeur changer par décret. Ceux qui détenaient des actifs tangibles, terres, métaux, outils, ont vu leur valeur perdurer. Leçon numéro 6. La communauté prime sur l'isolement. À l'hiver 1931, le garde-manger de la famille Johnson était presque vide. Harold Johnson, autrefois fier machiniste, n'avait pas travaillé depuis 1 an. Sa femme, Ruth, rationnait la farine à la tasse, tenant un carnet pour faire durer chaque kilo. Un soir, leur voisine, Madame Keller, frappa à la porte, un demi-sac de haricots secs à la main. « Je vous l'échange contre un peu de bois de chauffage », dit-elle. Cette nuit-là, quelque chose changea. Le lendemain, les Baker, qui habitaient plus bas dans la rue, apportèrent du lait. Les Miller offrirent des pommes de terre. Cette nuit-là, ils découvrirent ce que la Grande Dépression ne pourrait jamais leur enlever, le pouvoir des voisins qui refusaient de se laisser tomber les uns les autres. À la fin de la semaine, la vieille grange à la lisière de la ville était devenue une cuisine communautaire. Chaque soir, les voisins s'y rassemblaient, les uns avec des carottes, les autres avec du pain. Ils cuisinaient ensemble, riaient ensemble, survivaient ensemble. Personne n'avait assez à lui seul, mais ensemble, ils avaient tout ce qu'il fallait. La banque a pris nos économies, mais elle n'a pas pu prendre nos voisins, a déclaré Madame Johnson à ce journaliste, en remuant une marmite de ragoût communautaire dans la grange qui était devenue le poumon du village. Les Johnson et leurs voisins ont appris une vérité que la richesse moderne oublie souvent. La sécurité ne se construit pas dans l'isolement, mais dans la communauté. Pendant la Grande Dépression, ceux qui ont partagé ont survécu. L'argent pouvait disparaître du jour au lendemain, mais la confiance, la gentillesse et les compétences ne perdaient jamais leur valeur. En fin de compte, la monnaie la plus riche était la communauté elle-même. C'était le véritable filet de sécurité qu'aucune banque ne pouvait enlever. Leçon numéro 7. Spéculer n'est pas investir. Edward Collins avait 24 ans lorsque la fièvre s'est emparée de Wall Street. Partout où il allait, quelqu'un s'enrichissait. L'épicier, le tailleur, même son propriétaire. Il semblait que les actions ne pouvaient que monter. Il avait économisé 200 $, une petite fortune pour un employé de bureau. Mais le courtier lui dit « Pourquoi s'arrêter là? Vous pouvez acheter à crédit. Versez 10% et vous en posséderez 10 fois plus. Signez juste là. » Edward signa le contrat, tremblant d'excitation. Sur le papier, il valait des milliers de dollars. Puis, 20 octobre 1929. Quelques jours auparavant, les journaux parlaient encore d'une prospérité sans fin. Mais le jeudi, Wall Street était en train de sombrer. Les chiffres sur le téléscripteur ont commencé à chuter, lentement, puis tous en même temps. En une seule semaine, le marché a perdu près de la moitié de sa valeur. Au moment où Edward s'est précipité pour vendre, son compte était vide. Non seulement ses économies avaient disparu, mais aussi tout ce qu'il devait au courtier. Les téléphones des courtiers sonnaient sans arrêt. Les appels de marge se succédaient. « Déposez plus de fonds », exigeait-il, « ou vous perdrez tout.
Mais il ne restait plus rien à donner. La plupart des gens étaient tout simplement incapables de payer. Le rêve d'une richesse facile s'était transformé en cauchemar. En une seule semaine, la promesse de faire fortune s'était transformée en ruine, non seulement pour Edward, mais pour des millions de personnes. Pendant des années, Edward vécut modestement. Il ne spécula plus jamais. Au lieu de cela, il acheta ce qu'il comprenait, des actions stables et versant des dividendes, et mit un peu d'argent de côté. Il ne devint jamais riche, mais il ne fit plus jamais faillite non plus. Après le krach boursier, Edward comprit enfin l'une des leçons les plus difficiles en matière d'investissement. Ne placer son argent que dans ce que l'on comprend vraiment. Il se rendit compte que les investissements stables et familiers l'emporteraient toujours sur l'attrait de la richesse soudaine. L'histoire d'Edward résonne à travers chaque période d'expansion et de récession. La spéculation n'est pas un investissement. En 1929, des millions de personnes ont acheté des actions non pas pour en devenir propriétaires, mais pour l'excitation, à la recherche du plus grand inconscient qui paierait plus cher le lendemain. Lorsque le marché s'est effondré, seuls les investisseurs patients, ceux qui privilégiaient les flux de trésorerie plutôt que la spéculation, ont survécu. Investir est un exercice ennuyeux. Il repose sur le temps, la patience et la compréhension, et non sur le frisson ou l'effet de levier. La Grande Dépression n'a pas seulement détruit la richesse, elle a également mis en évidence la différence entre faire fortune rapidement et investir à long terme. L'héritage de la Grande Dépression. Lorsque la Grande Dépression prit fin, l'Amérique ne retrouva pas le monde d'avant. Il en fut de même pour ceux qui l'avaient traversé. Ils en ressortirent plus calmes, plus humbles, plus sages. Ils ne mesuraient plus leur richesse à l'aune de ce qu'ils possédaient, mais à celle de ce qu'ils pouvaient endurer. Ceux qui se sont adaptés ont survécu. Et leurs histoires nous enseignent encore aujourd'hui la plus ancienne vérité sur la richesse. Ce n'est pas ce que vous possédez qui compte, mais comment vous vivez lorsque vous avez moins. Aujourd'hui, notre monde semble différent, plus rapide, plus bruyant, plus riche. Mais les principes fondamentaux ne changent jamais. L'argent obéit aux mêmes lois qu'il y a un siècle. Épargnez avant de dépenser. Possédez avant de vous endetter. Merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo.